Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, merci de nous choisir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 22h dont voici le sommaire. À la SIG Madina, l'opération de déguerpissement sur les voiries urbaines se heurte à la colère des occupants. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire et le gouverneur de la ville de Conakry ont échappé de justesse à la colère justement des citoyens ce mercredi. L'opération devrait reprendre ce jeudi pour, dit-on, permettre aux commerçants de vider les boutiques. Le carême débute ce mercredi pour les chrétiens. Déjà est célébré dans toutes les églises catholiques du monde le mercredi des cendres. En quoi consiste concrètement cette période de jeûne d'une durée de 40 jours et que signifie-t-elle? Les précisions dans ce journal. Plus de 370 cas de viol sur mineurs ont été enregistrés en Guinée au compte de l'année 2020. Des chiffres de l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs. Selon la structure, le viol sur mineurs occupe de nos jours la première place des violences en Guinée. Ce sera le grand format du jour. Opération de déguerpissement des voiries urbaines. Ce mercredi, c'est la SIG Madina qui était sous le poids des machines. Ce quartier de la commune de Matam, situé aux alentours du grand marché de Madina, aussi fief du RPG Arc-en-Ciel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup pensaient que le gouvernement n'allait pas oser toucher cette zone. C'est aussi ce qui pourrait expliquer la violence sur les lieux. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire et le gouverneur de la ville de Conakry ont échappé de justesse à la colère des citoyens. Alcini Bari commente les images d'Aboubacar Din Kamara. Toujours la même scène. Les citoyens aux abois, les autorités déterminées à tout dégager. Aujourd'hui, nous sommes à la SIG de Madinon, l'école primaire Cité 2, à l'usine Tafagui et alentour. Boutiques, conteneurs, maisons, magasins de pièces détachées, Ibrahima Kourouma et sa détermination à tout démolir rase tout sur son passage. Contrairement à ce que beaucoup pensaient, il était attendu à la SIG Madinon et il vient de relever le défi. En faisant la SIG, ce n'est pas donner un signal. Non, la SIG fait partie de Conakry. La SIG est un quartier comme tous les autres, ce n'est pas un signal qu'on donne. La SIG, Dixine, Matam, pareil pour le président de la République, pareil pour nous. La mission que nous avons, nous la faisons de façon très claire et de façon très honnête pour éviter que l'un et l'autre se sentent brimés. Ici, comme il fallait s'y attendre, certains citoyens veulent en découdre avec le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Ils ont du mal à comprendre l'initiative. Ibrahima Kourouma sera extirpé par les forces de l'ordre et de défense fortement présentes. Ce jeune se lâche et exprime sa verve avec force. Lui et bien d'autres seront embarqués de force dans les pick-up. Devant notre caméra, le ministre tente d'atténuer la situation. Ce n'est pas une protestation contre le déguerpissement, il faut que ce soit très clair. Les gens ils ont fait une doléance pour qu'on les permette, puisque eux-mêmes ils ont déjà commencé la démolition. Ils ont commencé à monter des murs à partir des limites là où la limite est indiquée. Ils ont souhaité que nous acceptions de laisser prendre cette journée pour terminer eux-mêmes les démolitions et la montée des murs. Pour une fois, le ministre de la Ville et le gouverneur reculent. Des commerçants n'ont pas fini de faire sortir leurs marchandises. Il faut attendre. Ils ont 24 heures de plus. Mais puisque nous avons commencé, vous avez vu certaines boutiques qui étaient déjà attaquées et il y avait la marchandise dedans. C'est pour cette raison que le ministre a décidé à ce qu'on reporte jusqu'à 16h les opérations pour permettre aux gens de sortir leurs marchandises. Les démolitions vont se poursuivre à la SIG Madinon ce jeudi, promet le ministre. L'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique a procédé ce mercredi à la remise de 3 zones de tri et de transit des déchets solides aux autorités communales de Ratoma et de Matoto. Ces sites qui vont être exploités par des opérateurs privés sont sous la responsabilité des communes. Ils sont réalisés dans le cadre du projet d'assainissement de Conakry sur financement du gouvernement guinéen et de la BID. Idrissa Bari, Amara Alexila. C'est en 2018 que la Guinée et le groupe de la Banque islamique de développement ont signé un accord de financement du projet d'assainissement de Conakry à hauteur de 59 millions de dollars. Dans son volet travaux, il est prévu la réalisation de plusieurs zones de tri et de transit des ordures.
Ce mercredi, au compte de la commune de Ratouma, 2 sites ont fait l'objet de remises officielles par la directrice générale de l'ANASP aux autorités communales. Il s'agit du site de Yataya Gendarmerie et celui de Kapororaï. Notre intérêt portera sur la mise en place de techniques de tri et des solutions de recyclage des déchets entrants, de réduire au maximum les déchets ultimes appelés rebuts de tri. Avoir un centre de tri de déchets comme ça dans sa commune est une très bonne chose. Ça me réjouit, j'en ai déjà 4, mais je voudrais en avoir beaucoup plus parce que ma commune est très grande. Avoir la possibilité d'avoir où on met les ordures, parce que vraiment il faut rendre la ville propre. Au compte de la commune de Matoto, une autre zone de transit et de tri située à Sangoya Mosquée a été remise au maire. Mamadou Batos Kamara prend l'engagement d'entretenir ce site. Nous vous rassurons et très fermement que ce bijou sera entretenu en bonne et séance. Avec la réalisation de ces infrastructures, le projet d'assainissement de Conakry vise à protéger les populations contre les inondations, de réduire le risque de contracter des maladies et garantir la salubrité publique. En procédant à la remise officielle de ces 3 sites, la directrice générale de l'ANASP invite les autorités communales à mettre ces infrastructures à la disposition des PME répondant aux normes pour leur exploitation rationnelle. Nous insistons pour la bonne gestion, pour l'entretien et pour le choix des PME, disons qui répondent aux critères de choix. Déjà, plus de 104 camions de ramassage d'ordures ont été mobilisés par le partenaire et sera bientôt remis au ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique à travers le ministère du Plan et du Développement économique pour le compte de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile envisage de moderniser la police technique et scientifique. Damantan Albert Camara l'a annoncé ce mercredi à marge d'une visite de chantier qu'il a effectuée dans quelques commissariats centraux de la capitale. C'est un reportage de Djibril Ba rendu par Mohamed Valek Touré. La criminalité a pris de l'ampleur ces derniers temps en Guinée. Des citoyens sont souvent agressés par des bandits armés. Inquiets par cet état de fait, certains sont allés jusqu'à s'interroger sur l'existence de la police scientifique. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en est bien conscient. Le plus important, c'est cette dynamique de donner à la police et à la protection civile les outils nécessaires à sa mission. Je disais que le chantier de la police technique et scientifique est un chantier très important pour sortir de la culture et de la tradition papier et venir avec les nouveaux outils de gestion numérique et de communication. L'identification des empreintes digitales est l'une des démarches envisagées par le département de la sécurité à travers le projet ASIF. Cette dame pilote l'initiative. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler manuellement, mais dès que le système AFIS sera sur place, tout se fera automatiquement. C'est-à-dire la biométrie, c'est comme quand vous venez à l'aéroport, vous mettez votre petit doigt et on relève vos empreintes. L'autre fait préoccupant dans la société guinéenne, c'est bien la protection de l'enfance, des femmes et des personnes vulnérables. Sur cette question, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile entend s'investir pour doter l'Office de protection JIJAR de l'enfance et des mœurs, l'OPROGEM, de la logique nécessaire pour lui permettre d'accomplir véritablement sa mission. L'OPROGEM, le nouveau chef de l'Office de protection du genre et des mœurs, qui va permettre d'adresser un peu mieux ces questions cruciales qui sont la protection de l'enfance, des femmes, des violences faites aux femmes et tout ce qui concerne les personnes les plus vulnérables de notre société. Dans le cadre du plan de riposte contre le Covid-19, le gouvernement avait annoncé la gratuité de l'électricité et de l'eau potable pour les citoyens d'avril à décembre 2020. Ce pour accompagner les populations. Fini donc cette gratuité. Le gouvernement vient d'annoncer la fin de la gratuité de l'électricité dans les ménages. Les directions de l'électricité de Guinée et la Société des eaux de Guinée doivent multiplier les sensibilisations et d'informations pour le paiement des factures. Certaines familles ne sont pas au courant que l'État s'est déjà désengagé dans la prise en charge des factures de l'EDG. Mamadou Sadio Baldé, Abdoulaye Kamara. Mamadi Silla paye régulièrement ses factures. Il se dit conscient des investissements consentis par le gouvernement. J'ai toujours payé l'eau et l'électricité.
je demande aux autres citoyens aussi de s'acquitter régulièrement de leurs factures. Parce que l'État investit beaucoup dans les deux secteurs. Oumar Ba et Mohamed Kaba ne reçoivent pas par contre les factures à domicile. Pourtant, tous les deux sont régulièrement abonnés. Sincèrement, je ne suis pas informé de la cessation du paiement par l'État. Et jusqu'à présent, chez moi, on n'a pas reçu de facture d'abord. Ni l'eau, ni l'électricité. Moi-même, personnellement, chez moi à la maison, je ne reçois pas les factures de l'eau ni du courant, compte tenu du prise en charge par l'État. Donc vraiment, ça nous a beaucoup soulagés. Kaba paye ses factures à partir de son service, mais la SEG et les DG décourageraient les bons clients et gardent un œil doux vis-à-vis des mauvais payeurs. Mais ce que je remarque en Guinée, généralement, sur les factures de courant et de l'eau, les personnes qui payent généralement les factures de façon normale, chaque mois, on les augmente. Les personnes qui payent en détail, c'est-à-dire ils payent une partie et ils laissent le reste. À chaque fois qu'il y a le crédit, là, lui, sa facture est intacte. Donc ça n'encourage pas les gens à payer les factures normales. Si le gouvernement veut que les citoyens s'acquittent régulièrement de leurs devoirs, il faudra donner le bon exemple, souligne M. Silla. Mais malheureusement, chez nous aussi, ceux qui doivent donner l'exemple, c'est les hauts commis de l'État, les membres du gouvernement, les grands directeurs. Si ceux-ci payent l'eau et l'électricité, je pense bien que les citoyens ordinaires auront le courage aussi de payer l'eau et l'électricité. Après 4 mois de fermeture, la frontière guinéo-sierra-léonaise rouvrira ce jeudi 18 février à 8h. Suite à cette nouvelle, l'Union des transporteurs de Guinée, par la voix de son vice-président, a exprimé toute sa satisfaction et demande au chef de l'État de faire mieux en ouvrant les autres frontières du pays. André Mossimi Limono et Aboubakar Keke Bangoa. C'est une bonne nouvelle pour les transporteurs routiers de Guinée. Ils pourront désormais exercer librement leur activité entre la Guinée et la Sierra Leone. L'ouverture de la frontière entre les deux pays intervient après une visite en Guinée du président sierra-léonais Julius Maada Bio, au cours de laquelle les deux pays ont décidé de la réouverture de leurs frontières communes le 18 février 2021 à 8h GMT. Le président de l'Union des transporteurs de Guinée exprime toute sa satisfaction. C'est une grande satisfaction. Un sentiment de joie. Le transporteur a pris cette nouvelle, qu'on peut dire c'est une nouvelle surprise, puisque nous n'attendons pas que cet accord-là soit réaliste. Mais quand même, nous remercions les autorités qui sont en place, surtout le président de la République. Selon lui, les pertes enregistrées par les transporteurs au cours de cette période de fermeture sont énormes. Plusieurs autres camions sont cependant bloqués à la frontière guinéo-sénégalaise. Il demande au chef de l'État de rouvrir cette autre frontière. Côté Sénégal, seulement il y a 150 camions. Et côté la Guinée, il y a aujourd'hui 140 camions qui sont stationnés. C'est-à-dire que 290 camions. Et on le demande encore de plus de nous aider, comme il y a une partie de nos camions qui viennent d'être libérés, et de nous aider pour les autres frontières aussi, que nos camions qui sont stationnés pendant 5 mois, quelques jours, que ça soit libéré aussi. Les deux présidents guinéens et sierra-léonais sont convenus de convoquer à nouveau le comité technique conjoint sur le cas de Yenga, qui devrait se réunir à Nongoa le 3 mars 2021. À partir du 1er mars, des patrouilles conjointes seront menées le long des zones frontalières communes aux deux pays. Ce mercredi est célébré dans toutes les églises catholiques du monde le mercredi des cendres. Cette Eucharistie marque le début d'une période de 40 jours de pénitence. C'est quoi le carême chrétien? Comment et dans quelles circonstances gêner? Les réponses sont dans ce reportage de Bernard Koundounou et d'Alseni Kamara. Le mercredi des cendres, une célébration qui marque le début du carême. Pendant 40 jours, les chrétiens catholiques devront s'abstenir de manger et multiplier des prières à l'image de Jésus-Christ dans le désert. L'archevêque voudrait que chacun assume ce carême, ce temps de carême, comme une véritable pénitence où l'on se laisse interpeller
par son devoir baptismal. Ce carême est une période de pénitence qui se traduit en plusieurs volets, précise ce religieux. Jean à sec, il ne mange ni ne boit jusqu'à 18h après l'Eucharistie. Il n'a pas non plus à l'extérioriser par des crachats. Le carême ne se limite pas qu'à se priver de nourriture. Le chrétien peut profiter de cette période pour réduire sa consommation puis aider les nécessiteux. S'il décide de manger ce plat habituel à sa moitié, c'est qu'il doit réduire la dépense. Il ne les épargne pas en vue d'être réutilisés à ses propres fins, mais il les épargne en vue d'un cumul qui lui permette, au bout de 40 jours, d'apporter une aide à un frère qui est dans le besoin financier. Il n'est pas recommandé aux personnes malades de jeûner, précise ce prêtre. Quelqu'un qui est malade, il lui est interdit, l'Église lui interdit de jeûner à sec. Pourquoi? Parce qu'il doit s'occuper d'abord de sa santé. Le jeûne, la prière et le partage sont les éléments essentiels du carême chez les chrétiens. La fête de Pâques, qui sera célébrée dans 40 jours, excepté les dimanches, marquera la fin du carême chrétien. Bon carême donc aux fidèles chrétiens. On reste dans le domaine de la religion. Ils étaient des milliers de fidèles à converger vers le village de Hériko, situé à Kébali, dans la préfecture de Dalaba. Les fils de Hériko ont convié la communauté musulmane à l'inauguration de leur mosquée qu'ils ont construite sur fond de cotisation volontaire des natifs de la localité. Ce geste a été salué par les autorités morales du Fouta, les officiels et les membres du gouvernement qui ont pris part à la cérémonie inaugurale. Suivez ce reportage. Ces minarets, hauts de plusieurs mètres et visibles de très loin, sont ceux de la mosquée de Hériko, dans Kébali, préfecture de Dalaba. Ce lieu de culte, bâti sur un hectare de terre, n'est pas seul. À ses côtés, une école franco-arabe, un centre de lecture. Le coût de ces ouvrages, qui avoisinent les 2 milliards de nos francs, est né d'une contribution volontaire exclusive des fils de la localité, en mémoire d'un être cher à Hériko. Il s'agit de son fondateur. Cette mosquée est l'une des 7 grandes mosquées du Fouta théocratique. Elle a été construite par notre feu grand-père Boumodou, qui est fondateur de ce village. Et tout un rappel, la première mosquée du Fouta théocratique d'abord est de Bouria. Notre grand-père Boumodou a été le premier à la couronner. Il la couronna. À sa descente, il mourra là et on y enterra sur place. Religieux, sages, membres du gouvernement ont marqué leur présence à l'inauguration de la mosquée de Hériko. Un exemple qui a tenu à cœur les illustres hôtes. C'est une mosquée qui a été construite et achevée par les ressortissants de la localité, résidents et ceux qui sont à l'étranger. Et pour moi, vraiment, c'est une grande satisfaction et beaucoup d'honneur de prendre part à une telle cérémonie. Pour ceux de Dalaba, c'est la fierté et l'honneur qui les animent pour cette vision hautement patriotique d'avoir réalisé de telles infrastructures pour la postérité. Je suis très émerveillée et je remercie ceux qui ont contribué financièrement, moralement et matériellement pour la mise en œuvre de cette infrastructure. Ils ont construit une école franco-arabe où les enfants apprennent la science, en même temps ils apprennent le Coran, ils apprennent la religion, l'éducation, la sensibilisation. Donc ce sont des œuvres à saluer et encourager. Ma mère vient de ce Hériko. Aujourd'hui, après cette décennie de vie, je crois que c'est un plaisir pour moi d'assister à cet événement. Dieu soit loué. Comme il est de tradition, la cérémonie inaugurale a pris fin par la lecture du Saint-Coran et des prières pour la paix et l'unité en Guinée. Un accident survenu sur la route nationale, sur la nationale numéro 1, a fait un mort et un blessé grave. Le drame remonte dans la journée du jeudi à vendredi sur le tronçon Koya-Mamou-Dabola, une route pourtant en construction sur laquelle les usagers pouvaient faire preuve de prudence jusqu'à la fin des travaux prévus pour 2021 par l'entreprise en charge des travaux. Justin Lénon. Les passagers et les conducteurs
doivent préférer perdre leur temps que de perdre leur vie. Cet accident de la circulation survenu sur la route Koya-Dabola pouvait être évité avec prudence. Les raisons pour les spécialistes s'expliquent par le fait que l'infrastructure est en construction depuis 2019. Les usagers devraient donc le comprendre. Quand une route est en construction, l'obligation est faite à l'entreprise qui fait les travaux, et même il y a un prix pour cela, de tenir compte de tout ce qu'il y a comme désagrément possible et donc d'éviter qu'au maximum possible, au maximum de ces efforts, que les usagers de la route soient mis dans des conditions les permettant de pratiquer. Ce qui ne veut pas dire que c'est comme si la route était en bon état. D'ailleurs, une vitesse est souvent recommandée pour circuler sur une route en construction. Des mesures de protection, une fois banalisées par des conducteurs d'engins roulants, peuvent être fatales. Les accidents arrivent toujours, généralement, lorsqu'il y a défaillance dans le triptyque route, véhicule et généralement au niveau de l'homme conducteur. L'homme de toutes les façons étant acteur dans la circulation routière. Ça peut même être un passager qui fait distraire le conducteur ou qui fait quand même des choses telles que le conducteur peut ne pas se concentrer sur l'essentiel de la circulation. Une route en construction, comme c'est le cas entre Koya et Dabola, obéit aussi à certains critères. Il s'agit des panneaux de signalisation, mais aussi des déviations permettant d'éviter le danger aux pratiquants en vain. Les usagers de la route n'en font pas cas et roulent comme si nous étions dans des conditions normales. Sinon, généralement, il y a toujours des panneaux qui indiquent qu'il faut rouler avec une vitesse autorisée qui se trouve dans un panneau circulaire. Ça peut être 30 km à l'heure, ça peut être voire même 20 km à l'heure en fonction des opérations en cours. La Guinée présente au grand rendez-vous du numérique. Le jeune Amara Gawara vient de remporter le prix Challenge App Afrique 2020. Le jeune Guinéen a présenté à cette 5e édition une application dénommée Africare. Elle vient résoudre un besoin dans le domaine de la santé. Malik Siangana Kamara, Lamine Silla. Africare est une plateforme numérique qui permet d'établir la communication entre le patient et son médecin traitant. Via cette application, le patient peut se doter d'un carnet électronique pour le suivi de son état de santé. C'est ce projet qu'Amara Gawara a présenté au prix RFI France 24 Challenge App Afrique où il a occupé la première place. Dès que vous créez votre compte, vous bénéficiez déjà d'un livret de santé électronique et d'un carnet de vaccination électronique pour vous et pour vos proches. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de gérer votre carnet de santé électronique pour vous, pour vos enfants et pour vos proches qui n'ont pas l'accès au digital. Et donc, vous avez la possibilité d'accéder aux milliers de médecins à travers la prise de rendez-vous en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour les professionnels, il faut un compte professionnel, donc il faut faire une demande auprès de l'équipe africaine ici à Conakry ou à Bamako. Cette compétition qui avait pour thème le numérique au service de la lutte contre les pandémies a réuni au moins 1000 candidats à travers l'Afrique. Sur les 4 candidats finalistes, le choix des membres du jury a porté sur le projet du Guinéen. Nous essayons de respecter les lois et les conventions en Afrique. Et il faut savoir aussi que tous les données qui sont générées sur Africare et à travers notre application et notre plateforme hébergée, c'est un hébergeur de données de santé en France et qui fait qu'on est largement en avance par rapport à nos concurrents. Le lauréat doit bénéficier de 15 000 € et du coaching lui permettant de développer son application. Derrière Amara Gawara, une jeune équipe travaille dur pour mettre en place d'autres applications de ce genre. L'objectif d'Africare est de couvrir toute l'Afrique de l'Ouest. La Guinée, au cœur de la littérature arabo-africaine, Moussa Konaté, lui, vient d'écrire 2 romans en arabe. Le premier fait l'autobiographie de l'auteur et le second retrace le passé d'un jeune élève confronté aux réalités de la vie. Souffrances, réussites sont racontées par le romancier. L'objectif est d'éduquer la nouvelle génération et valoriser la littérature arabo-africaine. Justin Leno, Ibrahima Souri Kamara.
La Guinée au cœur de la littérature arabo-africaine. Moussa Konaté vient d'écrire 2 romans en arabe, le premier intitulé Les enfants de mon quartier. C'est une narration descriptive sur les vécus d'un enfant en Zérékoré en Guinée forestière et Kankan en Haute-Guinée dans les années 70. Le premier, je peux dire en un mot, c'est-à-dire c'est immortaliser mes amis d'enfance, ceux qui sont avec lesquels on a partagé les jours les plus meilleurs dans notre enfance. Le second livre, lui intitulé Amina, fait l'autobiographie de l'auteur. Sa vie, son mariage traditionnel entre lui et sa femme. Un mariage le plus difficile à cause des appartenances ethniques. Ma femme, elle est issue du clan Kounian. Moi, je suis malinké. Donc, au moment du mariage, il y a eu beaucoup de défis par rapport aux acceptations des uns et de l'autre. Pour l'auteur, la Guinée a connu des grands littéraires en langue arabe depuis des siècles, mais très peu connus dû à la colonisation française. L'objectif consiste aussi à valoriser la littérature arabo-africaine. Les arabophones aussi peuvent écrire. Donc nous, c'est ça qui nous manque un petit peu aujourd'hui. Si vous constatez les imams, les érudits en arabe, ils ne font qu'enseigner, faire les prédications, mais l'écriture, dans le domaine de l'écriture, est presque anéantie chez nous ici. Moussa Konaté est auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Il compte initier beaucoup de jeunes à la littérature arabo-africaine. L'association Autoprévention et Sécurisme Guinée, en collaboration avec le laboratoire d'analyse biomédicale Aluseko Guinée, ont procédé le week-end dernier à une journée de consultation gratuite des personnes âgées et la pose de la première pierre d'un centre de santé à Kanfarandedi dans le district de Madina Borbof, c'est dans Kamsar. Objectif, préserver la santé des populations du dit district. La cérémonie s'est déroulée au domicile du patriarche de Férédé. Elle a mobilisé le chef du district, les sages, les femmes, ainsi que les fils et filles ressortissants de Férédé vivant à Conakry. C'est un reportage de Aïcha Bangoura et d'Aïssatou Kesso Diallo. Cette initiative des filles et fils ressortissants de Férédé dans le district de Madina Borbof à Kamsar vise à préserver la santé des personnes âgées mais aussi instaurer les moyens de traitement de la population de cette localité à travers la construction d'un centre de santé. Le président des ressortissants de Férédé résidant à Conakry évoque les raisons qui les ont animés à mettre en place cette initiative. Nous avons le problème de santé. Très souvent, quand nos parents tombent malades, et le grand centre qui est Kamsar, et avant qu'il n'arrive là-bas, et ça trouve que les urgences qu'on peut gérer à temps, on n'arrive pas. Réjoui de cette démarche, le président du district de Madina Borbof réitère son engagement pour le développement de la communauté. Le secteur Féréda vient de m'informer pour cette situation que je ne connais pas avant. Et aujourd'hui, je suis là vraiment pour assister à cette cérémonie. C'est que le secteur Féréda a commencé à me parler. Pour ça, bon, je suis prêt avec la population qui est là. Cet habitant de Férédé exprime son sentiment de satisfaction à l'endroit des initiateurs. Il souhaite tout de même la pérennisation de cette action au sein de leur localité. Nous sommes très heureux de les recevoir aujourd'hui. Parce que, comme l'a si bien dit monsieur le docteur, depuis dans les temps immémoriaux, on n'a pas des hôpitaux. Heureusement pour nous, cette initiative qui nous a pris nous a beaucoup aidé. Je sais que ça sera continuel si Dieu le veut. Après la première phase de la consultation, une délégation s'est dirigée pour la pose de la première pierre d'un centre de santé. Dans son discours de circonstance, le président de l'association Autoprévention et Sécurisme de Guinée, fils ressortissant de Férédé, invite les habitants à s'impliquer davantage. Mesdames et messieurs, nous avons besoin de votre assistance pour la concrétisation de ces initiatives et trouver la solution à certaines de nos difficultés actuelles, à savoir le besoin d'un transformateur pour le courant et des forages pour ces villages cités.
Cette consultation gratuite des personnes âgées et la construction du centre de santé pourront réduire le calvaire des populations de Férédé vers le centre-ville de la commune rurale de Kamsar. Notre angle du jour est axé sur le viol. Le viol, un phénomène de société. En Guinée, les victimes et parents des victimes acceptent désormais de dénoncer les auteurs. Un grand pas dans la lutte, même si le nombre de cas dénoncés est encore loin de la réalité selon des observateurs. S'agissant du viol sur mineurs, à l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, il occupe la première place des violences. La structure a pu recenser 374 cas en 2020. Face à cette situation, les violeurs ne désarment pas. Pourtant, il existe des dispositions pénales pour sanctionner sévèrement les auteurs. Djibril Ba, Aléouba. Ma commission est d'aller chercher de l'eau pour lui. Parce que ma mère vend de l'eau. Je suis allée, j'ai cherché l'eau, j'ai amené. Après, il m'a touché, j'ai dit laisse-moi. Après, il a attrapé ma bouche. Dans sa déclaration, il reconnaît avoir couché la fille à 5 reprises. L'attouchement étant considéré comme étant un viol, je reconnais qu'il est violé. Des témoignages comme celui-là ne finissent pas ces derniers temps devant des commissariats de gendarmerie. Des actes ignominieux sont exercés sur des filles dont l'âge varie entre 6 et 12 ans. Des actes qualifiés de viols sur mineurs. Les auteurs, malgré la répression, n'ont pas froid aux yeux. Il est venu pour me prendre dans ses bras. En sortant maintenant, après son nom, j'ai perdu connaissance. En me réveillant, j'ai trouvé que j'étais nue. Le sang coulait sur moi. Les cas de viol sur mineurs se passent le plus souvent dans des concessions familiales. Les victimes et les parents des victimes, face à une telle réalité, sont ramenés à des clichés insupportables de la société. Elle est frustrée, elle est timide, elle s'est éloignée du monde, quoi. Elle est renfermée. Au service de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, plusieurs cas de violence sont recensés. Celui du viol sur mineurs occupe le haut du tableau des statistiques avec 374 cas enregistrés en 2020. Quand nous déférons un dossier devant monsieur le procureur, nous n'avons pas de... Je parle des chiffres. Oui, les chiffres là, toutes les institutions de la place, comme les médias aussi, passent par nous pour avoir ces chiffres parce que nous avons un bureau uniquement pour des statistiques, pour recueillir les statistiques, les données venant de l'intérieur du pays. 374 cas de viols sur mineurs, aussi incroyable que cela puisse paraître, la directrice de l'OPROGEM explique le processus de l'établissement d'une telle statistique. Nous avons enregistré 374 cas de viol. Il y a eu 348 cas déférés. Parce que n'oubliez pas, lorsque nous sommes saisis par les cas de viol le plus souvent, et lorsque nous essayons d'interpeller le présumé auteur, nous pouvons immédiatement déférer le dossier en question. Mais si, par exemple, nous avons la victime qui est avec nous, nous ne parvenons pas à mettre main sur le présumé violeur. Nous ne pouvons pas déférer le dossier. Donc, il y a ces cas. C'est pourquoi vous voyez cette différence, 374 alors qu'il n'y a eu que 348. Donc, il y a des dénonciations, ils viennent vers nous pour porter plainte, mais qu'on n'arrive pas à mettre main sur le présumé violeur. Donc, ces cas, on ne peut pas l'envoyer. Par contre, on peut déférer un présumé violeur, même si la victime désiste, l'action publique ne s'éteint pas. L'hôpital Ignace Dine reçoit régulièrement des cas de viol sur mineurs pour des soins. Il travaille conjointement avec des services militaires et judiciaires. Par contre, la prise en charge par cette structure hospitalière fait défaut, ce qui n'empêche pas les médecins d'appeler donc de vive voix l'implication effective de l'État. La chance que nous avons, c'est que le service de médecine légale, c'est dans un CHU, d'accord? Et c'est une prise en charge globale. C'est-à-dire que ce n'est pas dire que bon, ils sont pris en charge seulement ici. Si par exemple la violence sexuelle a entraîné des lésions très graves qui nécessitent une intervention chirurgicale, on collabore avec les chirurgiens. Si la violence sexuelle, comme c'est une violence, a entraîné des lésions à d'autres niveaux, par exemple des traumatismes crâniens
ou des lésions abdominales, on travaille avec les services spécialisés. C'est une prise en charge globale. À quelques encablures, juste un autre service avec lequel professeur Hassan travaille étroitement avec un groupe de jeunes médecins qui s'activent le plus souvent débordés. Il faut d'abord savoir que le service de médecine légale de l'hôpital Ignace Zine est le service de référence en ce qui concerne les agressions sexuelles sur mineurs. Pour la prise en charge des enfants victimes d'agressions sexuelles, le service est d'abord requis à travers une réquisition par soit le PROGEM, la police, les commissariats de police ou la gendarmerie. Lorsque nous recevons une victime, la victime passe d'abord par le premier bureau, c'est-à-dire notre bureau. Nous faisons l'examen clinique et tout, l'examen médical de la victime. Et ensuite, nous référons la victime chez le professeur Hassan Ba. Le professeur Hassan Ba qui est le chef de service du service de médecine légale de l'hôpital national Ignace Zine. Le professeur Hassan Ba fait une deuxième prise en charge, c'est-à-dire un deuxième examen. Si nous avons besoin d'un avis extérieur, c'est-à-dire un avis gynécologique, nous référons encore les patientes dans le service de gynécologie. Rompre le silence, se confier aux autres n'est pas facile. Dans cet hôpital, la moyenne de consultations en victimologie est de 30 par jour. 35% représentent les agressions sexuelles, dont 70% concernent les filles mineures. Les conséquences peuvent être de deux ordres. Il y a d'abord les conséquences physiques, qui sont des conséquences anatomiques. Une fille prépubère, donc qui n'a pas l'âge, la maturité, qui n'a pas un développement complet de ses organes génitaux, qui subit une violence sexuelle, donc il peut y avoir des déchirures, donc il peut y avoir des perforations, donc les conséquences sont d'abord anatomiques. Donc ces enfants peuvent avoir des complications au niveau de la santé de la reproduction. La deuxième conséquence, c'est les conséquences psychologiques chez ces enfants-là. Le viol est devenu un problème des sociétés et de santé publique en Guinée. Le phénomène se répand malgré l'engagement et l'implication des ONG. Elles appellent les autorités guinéennes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour freiner ces actes intolérables. Voilà donc ce qui met fin à cette édition d'information. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à l'ensemble de la rédaction. Portez-vous bien et bonne suite de programme avec nous.